Bonjour et bienvenue dans Politique. Depuis 2 semaines, le scandale DSK occupe les médias américains et français qui rivalisent de révélations de plus en plus glauques. Mais il y a un temps que les médias ne peuvent maîtriser, c'est celui de la justice dont on espère que jaillira un jour la vérité. Ce scandale, en tout cas, a l'effet d'une bombe à fragmentation, conséquences politiques qui vont changer bien sûr la donne pour 2012, conséquences au Parti socialiste, conséquences dans la relation média-politique, conséquences peut-être aussi dans l'image de la France. Eh bien, je vous propose d'en débattre avec nos invités qui sont sur ce plateau. Bonjour Laurent Baumel. Bonjour. Vous êtes secrétaire national adjoint du Parti socialiste à l'international. Vous êtes auteur de l'équation gagnante « La gauche peut-elle enfin remporter la présidentielle ?» Bonjour Michel-Antoine Burnier, vous êtes Bonjour. Essayiste, politologue, auteur de Le Rouge et la Rose, le roman du socialisme en France. Et enfin Stéphane Rozès, bonjour. Bonjour. Président de CAP, Conseil, Analyse et Perspective. Mais je voudrais vous poser à vous, analyste, politologue, acteur de la vie politique, une question non pas qui va se porter à votre analyse, mais à votre ressenti. Et la première question, c'est, dans le fond, quand cette affaire, vous avez appris ça, cette affaire DSK, ces images, comment avez-vous ressenti et qu'avez-vous ressenti ? Moi, j'ai été accablé toute la semaine. D'abord par l'événement lui-même, ensuite par les images du lundi, Dominique Strauss-Kahn. Non, mais vous y avez cru, vous y avez pas cru, comment ? Ce qui a été, si vous voulez, très difficile cette semaine, c'est d'apprendre à vivre avec l'incertitude sur les faits. C'est-à-dire, comme beaucoup de gens, moi par exemple, je ne connaissais pas vraiment le fonctionnement de la mécanique judiciaire américaine. Donc le lundi après-midi, j'avais naïvement dans l'idée qu'on en saurait un peu plus à la fin de la semaine et qu'on allait pouvoir enfin avoir une élucidation des versions contradictoires. Or voilà, on a appris la semaine dernière que ça ne se passerait pas comme ça, donc nous devons faire le deuil de la possibilité d'avoir rapidement une compréhension de ce qui s'est réellement passé. Oui, on est bien, quand vous dites deuil, c'est parce qu'il y a mort politique, il y a mort d'un espoir. Là, je vous parle de la question morale. Oui. C'est-à-dire vivre avec cette incertitude sur des faits aussi graves, des présomptions alléguées à quelqu'un qui vous est proche. Voilà, c'est ça la difficulté. Stéphane, votre ressenti, vous, personnel ? Sur le moment, 7h du matin, dimanche, je vois l'alerte iPhone du Monde et je pense que décidément le monde n'est plus ce qu'il était. Et puis je vois par ailleurs mes appels, j'avais un Inter et RTL, donc tout de suite les réflexes professionnels prennent le dessus, d'autant qu'il y a un système judiciaire français, américain. Nous sommes dans deux cultures qui n'ont absolument rien à voir. Donc tout de suite, ce sont les réflexes professionnels. Et puis une fois que passe le réflexe professionnel, qui est celui du commentateur, qui doit être très prudent sur les termes qu'il utilise, il y a présomption d'innocence, l'homme que je suis, j'avais rencontré Dominique Strauss-Kahn lors de la précédente présidentielle en face à face, je l'avais connu comme jeune chargé d'études faisant la première étude pour lui sur Sarcelles quand j'étais à la Sofres, j'ai entendu parler évidemment de Dominique Strauss-Kahn et comme tout le monde, j'essaye d'inscrire cet événement inouï dans une cohérence et les deux lignes d'explication sont toutes les deux troublantes, d'où le traumatisme du pays. C'est soit une maladie, ça s'appelle une maladie sexuelle, alors les choses peuvent se passer progressivement, une sorte de perversité narcissique, c'est une maladie, ou bien c'est une manipulation. Il n'y a pas énormément d'entre-deux, il peut y avoir les deux, n'est-ce pas ? Mais évidemment, du coup, l'homme que je suis est troublé, car les deux explications sont incroyables, et l'explication de la maladie est encore plus incroyable, parce qu'on le voit bien avec ses proches, quand quelqu'un est malade, qui est quelqu'un qu'on aime bien, ou qu'on a cru connaître, c'est très difficile d'accepter les choses. Donc je suis, comme Laurent Baumel et comme la plupart des Français, j'attends. Évidemment, j'attends, et je pense que j'attends les faits, mais bon, j'ai une inclinaison, mais que je vais garder pour moi, parce que je suis avant tout un commentateur politique, j'ai une inclinaison, une interprétation. Je ne la donnerai pas, parce que je suis un commentateur politique. Très bien. Michel-Antoine, vous ? Alors, écoutez, il y a un mot qui est apparu, qui est sidération. Vous avez vu, c'est dans toute la presse. C'est exactement le sentiment que j'ai eu. Moi, j'ai été accablé. Et je ne crois pas m'en être remis encore. Mais accablé par quoi ? Accablé Parce que j'ai l'impression que nous ratons, une fois de plus, depuis 30 ans,
une occasion de moderniser ce pays. Et que Strauss-Kahn était un homme du grand large et un homme de la mondialisation qui comprenait ce monde. Et la disparition de Strauss-Kahn fait qu'on retombe dans le provincialisme, la Corrèze, Lille, ce parti qui n'est plus internationaliste depuis août 14 et qui le manifeste avec trop d'éclat. Donc vous, la première chose à laquelle vous pensez, c'est la gauche est foutue ? Je ne pense pas la gauche est foutue, je pense que la gauche va retomber dans ses erreurs habituelles au lieu de secouer la baraque et de changer enfin. C'est-à-dire que la gauche rêve encore à refaire 81 qui, comme on le sait, n'a pas si bien marché. Alors justement, c'est la critique aujourd'hui d'Arnaud Montebourg sur, dans le fond, ce duel auquel on va visiblement assister, celui de Martine Aubry et de François Hollande. Est-ce que ce sont l'homme et la femme du passé, comme il a l'air de le dire, avec des vieilles recettes, des vieux dogmes et du déjà-vu ? Attention, ce que dit Arnaud Montebourg et ce que vient de dire Michel-Antoine Bournier sont radicalement différents. Arnaud Montebourg est heureusement pour moi. Arnaud Montebourg se présente précisément dans cette primaire avec un contenu politique qui est celui de la démondialisation. Là où effectivement Dominique Strauss-Kahn pouvait incarner, et je pense que c'était à l'origine de l'attirance qu'il crée dans la population française, pouvait incarner une capacité française à se débrouiller dans la mondialisation et à sortir du déclin économique, du décrochage. Voilà, quelqu'un a utilisé la formule du mécanicien de la mondialisation, on lui prêtait cette capacité et je pense que c'est ça que nous avons perdu. Alors ça ne veut pas dire que... Quand Michel-Antoine Burnier parlait de maintenant ça va être la Corrèze et il visait François Hollande, il faut être honnête. Donc... Oui, je rajoute Lille bien volontiers, voilà. C'est une ville charmante. Non, j'ai juste réagi au fait que Arnaud Montebourg n'est pas porteur de cette critique-là. Oui, mais est-ce qu'il ne dit pas tout un peu ce que beaucoup pensent voir ? Non, lui, au contraire, il théorise, il me semble-t-il, si je comprends sa ligne, il théoriserait plutôt le repli national et souverainiste comme une nécessité absolue. Et donc voilà, moi, mon sentiment, c'est que ce qui attirait chez Strauss-Kahn, et ce qui est donc effectivement maintenant un atout, une ressource que la famille socialiste et la gauche a perdu dans cette présidentielle, c'était cette idée d'un homme, de par son expérience, de par son parcours, capable de jouer dans la mondialisation les intérêts, les perspectives françaises. Stéphane Rosès, est-ce que effectivement la chute de Dominique Strauss-Kahn va avoir un impact sur le Parti socialiste ? Il y a peut-être deux aspects. L'aspect qu'avait évoqué Nicolas Sarkozy en disant, dans le fond, le PS a déjà perdu la bataille de la morale. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect effectivement politique, où Dominique Strauss-Kahn apparaissait comme le sort de Deus ex machina du Parti socialiste, l'homme qui pensait monde. Je suis d'accord avec Laurent Baumel. Ce qui faisait l'image et le fait que Dominique Strauss-Kahn soit en tête de popularité et d'intention de vote, c'était l'idée que Dominique Strauss-Kahn au FMI agissait comme Français, puisque le pays voit le monde comme la France en grand, avec une expertise lui permettant de développer en cours de campagne ce qu'il avait indiqué lors de sa dernière émission présidentielle, c'était de dire « oui, je veux réformer le pays », et de ce point de vue-là, un directeur général du FMI est crédible, et les Français veulent sortir le pays de l'ornière. Et il y rajoutait, la seule chose, c'est qu'il faut un peu de justice sociale. Et avec cette alchimie, évidemment, c'était une alchimie qui était très dangereuse pour Nicolas Sarkozy et prometteuse pour la gauche. Mais j'y rajoute néanmoins le fait qu'une élection présidentielle, c'est pas une confrontation de programmes économiques essentiellement. Là, c'est mon désaccord avec M. Burnier, c'est qu'une présidentielle, c'est un rapport singulier avec le pays. Et la raison qui fait que François Hollande a progressé dans la dernière période, c'est qu'il a su trouver des postures qui correspondent à notre imaginaire français. L'idée de l'homme normal, on peut considérer qu'il y a... C'est bien ça le problème. Oui, mais ça c'est... Moi je suis un analyste, je ne fais pas un jugement de valeur sur ce qui est bien, si ce sont les États-Unis ou la France. Bien sûr. Je comprends que pour une présidentielle, il faut comprendre l'imaginaire français, s'y adapter, et si François Hollande a progressé, c'est selon moi parce qu'il a épousé ce qu'il croit intellectuellement comprendre de ce qu'attend le pays. Ensuite, il y a effectivement, là je suis d'accord avec messieurs Burnier et Baumel, il y a la question du contenu du programme. De ce point de vue-là, il y a quand même
même, me semble-t-il, François Hollande, sur beaucoup d'aspects, est assez proche de Dominique Strauss-Kahn. Alors, en termes de contenu, c'est différent, en termes gestionnaire, d'intensité. sérieux. Voilà, grosso modo, il semble dire, oui, il y a un problème avec le pays. Oui, il faut dire la vérité aux Français, et oui, il faut mettre le pays en mouvement. Martine Aubry, on ne sait pas pour l'instant très bien ce qu'elle va dire. On voit bien qu'elle est soutenue par la gauche du Parti socialiste, mais on dira qu'elle est sans doute dans une position assez traditionnelle autour de la redistribution. Donc il y a quand même des petites différences à la fois de posture et de contenu. Quant à la question de la morale dont parle Nicolas Sarkozy, je crois qu'il faut être très très prudent. D'abord, ce qui arrive si la culpabilité était démontrée à Dominique Strauss-Kahn ne concerne, me semble-t-il, pas en soi le Parti socialiste. Bon, sauf s'il y a débat sur le fait, est-ce que les socialistes savaient, est-ce que les communicants qui l'entouraient n'ont pas dit, mais bon, a priori, il n'y a pas une responsabilité collective en la matière. Et puis d'autre part, Nicolas Sarkozy devrait se méfier de la chose suivante, c'est que si la culpabilité est démontrée, les Français ne vont pas changer les fondamentaux de ce qu'ils sont entre la séparation entre vie privée et vie publique. Par contre, ils vont se porter vers des candidats dont ils se diront qu'à tout coup, ils ne représentent pas, en termes de façon d'être et de façon de faire, ce qu'on ne veut plus voir, c'est-à-dire une forme de rapport à une forme d'hubris du pouvoir, de confusion des genres. Ils vont aller vers un certain type d'austérité, et là, c'est une difficulté pour Nicolas Michel Sarkozy. Antoine, parce que ce que vous êtes en train de dire, Stéphane, c'est que dans le fond, entre Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy, ce qui aurait dû être le match, il y avait concurrence de style. Sur effectivement le côté bling-bling, etc. Est-ce que là, le pari de François Hollande de jouer ce qu'il dit depuis des semaines, l'idée de l'homme normal? Alors pour dire, d'ailleurs sur France Inter, l'autre fois c'était amusant, c'est quoi un homme normal? C'est un homme qui a des qualités exceptionnelles, ce qui était plutôt une forme d'oxymore. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphane. Écoutez, il y a simplement un problème qui tient au peuple français, et comme à d'autres peuples, c'est qu'un président de la République, ça doit être un président de la République. Et notre ami Sarkozy, qui s'est amusé à ne pas être président de la République au début, ça lui a coûté très cher. Moi, je ne suis pas sûr que la posture... D'ailleurs, bon, il nous dit homme normal, il n'en pense pas un mot. C'est une image qui se donne. Il se déguise en Mitterrand, y compris physiquement. Il essaye de jouer un personnage qu'il n'est pas. Ce que Mitterrand a fait avec un talent exceptionnel. Mitterrand était un très grand acteur, niveau Jouvet. Hein. Mitterrand est passé et là, quand on est même... dans quoi dans Franck Dubosc, non, c'est ça c'est un peu franchouillard. Non, Mitterrand est quand même quelqu'un qui est arrivé à passer d'un opposant très agité au général de Gaulle à la force tranquille, à Tonton et à Dieu. Un homme de droite qui est passé à la gauche. Et en plus, un homme de droite qui est passé à la gauche. Alors que là, le déguisement de notre ami Hollande m'apparaît beaucoup plus douteux, difficile à tenir. On le voit dans son langage, il parle comme autrefois, il bafouille, il a toujours... Et dès qu'il sera devant un vrai public, il va agiter sa main de chanoine et faire des discours Troisième République. Il est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Il ne tiendra pas son personnage. Mauvais acteur, je crois. Est-ce que vous êtes aussi sévère, mauvais Bien acteur? sûr que non. Non, je ne suis pas aussi sévère. Je suis d'accord avec Stéphane Rosès sur le fait que François Hollande a senti une dimension importante de l'élection présidentielle qui est ce que j'appelais tout à l'heure le récit national. Il y a deux composantes. Il y a à la fois la projection de la France dans la mondialisation, et ça je pense que Dominique Strauss-Kahn l'incarnait mieux que quiconque. Et puis il y a en effet une autre composante qui est la résonance avec le pays, c'est-à-dire la version de gauche du discours terroir-territoire. Qui n'est pas quelque chose de négligeable. Il y a une histoire, il y a une géographie, et quelqu'un qui va à la rencontre des Français doit montrer qu'il est en phase avec ça. C'est par exemple ce qui avait un peu manqué à Lionel Jospin en son temps. Un peu de clocher. Oui, enfin bon, l'affiche de Mitterrand. Il faudrait en parler plus longuement pour dire exactement ce que peut être une version de gauche de ça. Hein. C'est pas la version maurassienne, mais je pense qu'il y a autour de ce qui se passe dans nos territoires, ce qui se passe dans nos régions, des choses... Barès, déjà, c'est un peu plus à gauche. Jaurès, ça l'est complètement. Je vais vous donner pour faire le lien, et hop, on va le paquet. Je vais vous donner un exemple tout bête. Le repas gastronomique des Français a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques mois. Derrière cette notion, il y a une idée d'une certaine douceur de vie française, d'un certain vécu sur les territoires, d'une certaine convivialité, peut-être d'une certaine façon d'être ensemble, qui n'est pas quelque chose que la gauche doit mépriser. Au contraire, c'est quelque chose... Vous avez vu les régimes de Hollande?
Bon. C'est quand même de la flotte et Alors, du yaourt. voilà, donc premier point, je pense que je suis d'accord avec Stéphane Rosès, sur le récit français, Hollande a senti quelque chose que Strauss-Kahn aurait de toute façon dû faire également. Bon. Justement, Après, on doutait beaucoup après, de sa capacité à le faire. J'espère, en tout cas, certains lui auraient conseillé de le faire. Après, sur la question, là je rejoins Michel-Antoine Burnier, sur la question de la normalité, je n'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que je pense que dans l'élection présidentielle, les gens ont besoin d'admirer quelque chose du candidat à la présidentielle. Et quelque chose d'exceptionnel. Soit son brio intellectuel, soit sa force, soit sa détermination, soit son parcours. Ils ont besoin d'admirer quelque chose. Et donc je ne crois pas qu'on puisse positionner une campagne en disant « votez pour moi, je suis quelqu'un de normal ». Ça ne tiendra pas. Ça ne tient pas la route. Ça ne tiendra pas sur la durée. C'est-à-dire que quelque chose d'autre devra être raconté en janvier-février lorsqu'on rentrera dans les grands formats, que 17 ou 15 millions de Français regarderont les candidats à la télé en même temps. Là, il faudra montrer autre chose que de la normalité. Ouais, et dans le fond, il nous reste une minute avant d'aller à la deuxième partie. Mais qu'est-ce qui fait que, eh bien, il y a la rencontre, effectivement, vous le disiez, d'un homme et d'un peuple. Qu'est-ce qui fait qu'on aime un homme politique et qu'on va voter pour lui? Est-ce que parce qu'il fait rêver? Est-ce que on le trouve sympathique? Est-ce que c'est son physique? C'est quoi la magie? Je crois qu'une présidentielle, surtout dans les périodes d'inquiétude actuelles, c'est un certain nombre de passages obligés. Le premier, c'est que quand la présidentielle commence, ou la primaire ou la pré-présidentielle, le candidat qui va se laisser incarner par le pays doit donner des signes d'un travail sur lui. Ça ne peut pas être la désinvolture et ça ne peut pas être la prolongation des équilibres internes d'un parti ou d'une formation de gauche. Bon. Deuxièmement, évidemment, le candidat apporte quelque chose. Je suis d'accord avec Laurent Baumel, soit dans sa personne, soit dans son programme, mais il y a un second temps qui est la conversation avec le pays. C'est tout à fait décisif. Pourquoi certains hommes politiques, c'est le lien. Pourquoi certains hommes politiques, par exemple, prenons par exemple Laurent Fabius, très compétent, bon, tout le monde le voit à Matignon, mais pas à l'Élysée. Pourquoi pas à l'Élysée? Parce que la conversation, c'est je donne, mais je reçois. Ouais. Il faut savoir recevoir. Bon. Et puis enfin, en cours de campagne, ce qui va être présenté aux Français, ça doit être issu de cette conversation et pas seulement les convictions. Alors ça, c'est la forme. On va continuer sur le fond. Donc, quelle offre politique peut faire le Parti socialiste pour la bataille des idées, pour la remporter, puisque c'est la priorité, en tout cas, pour gagner une élection. On se retrouve tout de suite après les infos et on continue ce débat. Merci.